C'est une soirée extrêmement spéciale parce que vous allez avoir la chance d'écouter deux des spécialistes du monde américain et du monde européen les plus réputés et les plus incontournables en France et de ce côté-ci de l'Atlantique. C'est aussi un moment très particulier que l'on a choisi, ça n'a échappé à personne qu'on est juste après le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du président Obama. Un an après, c'est une période difficile. Alors, parlons d'Obama et de la religion, et je dirais que s'interroger sur Obama et la religion, c'est aussi, dans le fond, poser des questions sur un peu la psychologie du président Obama, la façon avec laquelle il traite de sujets compliqués. Obama est, en matière de religion comme en d'autres matières, un homme de compromis, et je vais essayer de montrer que sa conception de la religion, qui n'exclut pas la laïcité américaine, bon, le mot est intraduisible, on dit secularism, mais la conception américaine de cette laïcité est comprise par Obama. Obama, dans sa recherche d'un compromis, construit quelque chose que j'appelle une laïcité philo-cléricale. Ce n'est pas la laïcité positive du président Sarkozy, mais on s'en rapproche peut-être. C'est une laïcité philo-cléricale qui est quelque chose d'assez unique dans le système de pensée américain. Contexte paradoxal, puisque vous le savez, les symboles religieux, les allégories religieuses prolifèrent, jusque sur vos billets de $1, où il y a le fameux In God We Trust. Donc tout baigne dans le religieux, les présidents prêtent serment sur la Bible, il y a des chapelains au Congrès, etc. Et en même temps, il ne faut jamais oublier que la Constitution est authentiquement laïque. C'est comme le disait Isaac Kramnik, qui est un très bon historien américain, c'est une constitution sans Dieu. Alors le génie d'Obama, c'est de tenter, je dirais, de réconcilier deux rêves nationaux qui s'opposent, se contredisent, rivalisent depuis plusieurs siècles. Le premier récit national qu'il veut réconcilier avec un autre, c'est un récit qui est celui des pères fondateurs, de ceux qui ont rédigé la Constitution sans Dieu, et qui sont très marqués par la philosophie des Lumières, Lumières françaises, anglo-écossaises, et puis un deuxième récit que je qualifie de néo-romantique ou de néo-puritain, qui curieusement d'ailleurs se développe après le premier récit national, le premier récit des pères fondateurs, qui se développe dans le premier tiers du XIXe siècle, avec une réinterprétation de l'histoire américaine qui va donner un poids immense à ceux qu'on négligeait à l'époque des fondateurs, qui sont les puritains. Bref, l'idéal pour Obama, c'est de trouver un juste milieu, une position que je qualifierais de délicate, pratiquement un équilibrisme, un juste milieu entre, et là je cite Obama, « Nous les progressistes, il est temps de reconnaître que les laïcs et les croyants partagent des valeurs fondamentales lorsqu'il s'agit de penser à l'avenir du pays. » Et il ajoute « Ces grands leaders, que j'évoquais tout à l'heure, ont tous, je cite toujours, utilisé une forte imagerie religieuse. » Le mot d'Obama, imagery, en anglais. En tout cas, c'est un grand plaisir de l'écouter. Moi, je vais parler d'un sujet beaucoup plus terre-à-terre. Obama et l'Europe, on va quitter les cieux. Obama et l'Europe, un amour déçu, point d'interrogation. Alors, c'est vrai que les Européens ont été parmi les plus fervents supporters de Barack Obama. Ils donnaient encore un taux d'opinion favorable de pratiquement 80% en Europe à Barack Obama, alors qu'il était déjà descendu à peu près 50% aux États-Unis. Et il y avait deux raisons pour cet enthousiasme. D'une part, une espèce d'enthousiasme, d'idéalisme, l'idée de l'élection d'un président noir, enfin, en tout cas perçu comme noir en Europe, aux États-Unis, et puis surtout, évidemment, le rejet de Bush, avec la vision d'Obama qui était l'anti-Bush. Et de fait, c'est vrai que le candidat Obama paraissait comme le candidat idéal des Européens. C'est vrai que Obama a, pour le moment, rempli son contrat. Et pourtant, ce qu'on pourrait appeler l'Obama-scepticisme progresse en Europe et a progressé notamment depuis l'été dernier. Pourquoi? En Europe, il y a deux critiques fondamentales qui sont faites, je crois, au président Obama. Première critique, c'est, disons, la lenteur à mettre en œuvre un certain nombre de réformes ou à
obtenir des résultats, notamment dans le domaine de la politique étrangère, donc une certaine inefficacité, voire une certaine naïveté. Et deuxième ordre de critique, c'est de ne pas considérer suffisamment les Européens. C'est là où il y a une vraie déception, puisque... et puis donc ce fameux sommet sur lequel les Espagnols, donc pour la présidence tournante de l'Union européenne ce semestre, espéraient beaucoup pour sa présidence, enfin que ce sommet États-Unis-Europe, qui est prévu au mois de mai, serait un temps fort de la présidence espagnole, et puis patatras, Obama annonce qu'il ne vient pas. Donc tout ça a été assez mal vécu, et finalement les Européens se demandent si Obama n'est pas une espèce de mix de Carter et de Bush, qui résulte d'attentes irréalistes de la part des Européens. Dans l'élection de Barack Obama, on savait qu'il allait se heurter à une situation extrêmement difficile, que les États-Unis sont un pays compliqué et qu'on ne change pas les choses aussi facilement. Et puis, il faut voir aussi l'autre côté. Il y a un certain immobilisme des Européens aussi. Alors certes, le traité de Lisbonne a été adopté, c'est un progrès, mais il n'a pas réglé tous les problèmes, il n'a notamment pas réglé la fameuse question d'Henry Kissinger. La question était de savoir si je veux parler à l'Europe, quel numéro est-ce que je fais. Et, merci infiniment à vous, merci infiniment à tous les deux. Je crois qu'on a, avec ces deux approches très différentes, un portrait de Barack Obama extrêmement précieux.